cette tryptase A9 avec une réaction systémique au venin est ce qu'on appelle un drapeau rouge, un red flag. Donc il faut faire la tryptase de manière à savoir ne pas passer à côté des indices de mastocytose ou d'autres pathologies mastocytaires. Plus rapidement, y a-t-il des facteurs qui modifient le niveau de tryptase? La réponse est oui. Donc je les ai classifiés en modificateurs, enfin je sais pas comment, oui, modificateurs, perturbateurs forts. Donc on a la HAT, on a les différentes mastocytoses, mais on a aussi les infections ou infestations helminthiques, ou certaines, et surtout, l'insuffisance rénale chronique. Ça, c'est quelque chose qui est important. On en parlait, je pense que le premier papier est sorti en 2016, et depuis, c'est vraiment devenu quelque chose d'important. Si vous avez un patient avec une insuffisance rénale chronique, il n'est pas impossible que sa tryptase élevée soit liée à cet état rénal. Et donc, quand vous avez vos patients, donc votre 100% de population, vous avez environ 6% qui ont une tryptase basale supérieure à 11, et parmi ceux-là, plus de 90% vont être des tryptasémies héréditaires. Et parmi ceux qui sont entre 7,5 et 11,4, en fait, vous en avez certains qui sont de manière stable à ce niveau, et d'autres qui en fait font le va-et-vient avec des valeurs au-dessus de 11. Parmi les perturbateurs faibles, on va dire, on a l'âge, le sexe, avec les hommes qui ont des tryptases relativement, un tout petit peu plus élevées, et puis surtout le fait d'avoir un BMI important, le fait d'avoir le LDL cholestérol élevé, d'avoir un syndrome métabolique, le fait de fumer, sont associés à des augmentations de tryptase qui ne sont pas forcément très importantes, mais en fait qui peuvent jouer un rôle si vous êtes dans la finesse du diagnostic. Juste 2 mots sur comment on interprète l'augmentation de la tryptase. Je ne m'attarde pas là-dessus parce que c'est comme le MCAS, c'est simple. Vous prenez correctement votre tryptase aiguë, vous prenez correctement votre tryptase basale, et vous avez votre algorithme qui est défini depuis 2012 et qui est ensuite validé tous les ans depuis. Il faut que votre tryptase aiguë soit supérieure à 1,2 fois la tryptase basale plus 2. Donc on a des exemples. Alors ça c'est pour rigoler. Voilà. On a un exemple très simple ici. On avait vu aussi avec les hyménoptères. Vous avez une tryptase basale qui est inférieure à 1, donc on va lui accorder la valeur de 1. Une tryptase aiguë à 8, votre calcul, ça va être 1,2 fois 1 plus 2. Vous avez un seuil à 3,2. Votre valeur de 8 est supérieure à 3,2. Vous confirmez la dégranulation mastocytaire. Et j'en profite pour vous dire que, en fait, la tryptase, elle peut être mesurée à tout âge. Ici, elle a 13 ans, mais elle pourrait avoir 13 jours ou 13 mois. Vous n'avez aucun problème pour doser la tryptase. J'en profite aussi pour vous dire que dans certains cas, la tryptase apparaît comme indétectable sur les résultats du laboratoire. Ce n'est jamais un déficit en tryptase, ça n'existe pas. C'est rarement une erreur de dosage, donc c'est vrai que c'est pas mal de contrôler, mais enfin, même quand c'est une erreur de dosage, ce sont des tryptases qui sont basses. Juste un mot, donc vous voyez qu'on passe de 2 à 3 à 7, parce que vous avez tous les autres cas cliniques en annexe. La tryptase, même quand vous êtes mort, elle peut vous servir. Donc en fait, on peut l'utiliser en post-mortem. Leïla va pas m'en vouloir, mais en fait, c'est le patient c'est un vrai patient qui est vraiment mort après une deuxième injection de produits de contraste iodé. Et en fait, il avait fait un premier choc Oxenetics en octobre 2020-21 et il avait eu besoin d'une intervention en urgence avant d'avoir pu aller chez l'allergologue, donc il avait reçu du Visipac et en fait à l'injection du Visipac, en fait, on l'a perdu et il a eu un dosage de tryptase post-mortem qui a été fait donc à la fin de la ressuscitation qui était à 115. J'en profite pour vous dire que le fait de faire un massage cardiaque ne modifie pas la tryptase, même si on a pu dire que le cœur est riche en mastocytes. Après, si vous êtes dans le
dans le trouble et que vous avez besoin d'un peu d'aide, n'hésitez pas à chercher autour de vous, parce que si vous êtes, quelle que soit votre spécialité, quel que soit votre mode d'exercice, il y a toujours autour de vous quelqu'un qui pourra vous aider. Donc vous voyez ce petit criquet qui a 6 pattes, qui se tient avec chaque patte à un brin d'herbe. Ben, en fait, nous, on est pareil. On se tient de partout et c'est important. Le message avant de décoller, donc comme cette jolie libellule sur la baie de la Ciotat, c'est qu'il faut vraiment penser à la tryptase. Il ne faut pas oublier que ce qu'on lit dans des articles de 2000 ou 2006 ou 2010, ce n'est pas la même chose que ce qu'on a maintenant. N'oubliez pas qu'on change des valeurs de référence. On sait maintenant qu'on a la HAT. On sait mesurer et décider de ce qui est une vraie augmentation aiguë. Et puis surtout, on sait que ça sort tous les jours et qu'il faut absolument rester à jour. Et avec ça, j'ai fini. Merci beaucoup, Johanna. Écoute, c'était très très clair, très riche en enseignements. Bravo, c'était excellent. Un puits de science, là. Tu nous as vraiment bien aidé. Moi, je sais que si j'ai un souci, je vais t'appeler, en fait. En fait, tu te tiens comme le cric. Voilà, j'ai déjà un bras sur toi, là. Donc, je vous invite... Voilà, allons-y, Maude. Merci Johanna, c'est vraiment très très intéressant, surtout les nouvelles valeurs de tryptase. Alors personnellement, dès que j'ai une réaction allergique pour tous mes médicaments et tous mes venins, moi je fais la tryptase d'emblée de base. J'en ai quand même souvent qui sont à 8, 9, 10. Ouais. Alors quelle est l'attitude à recommander? Parce que moi je les envoie aux hématologues chez nous, mais ils ont l'air peu sensibilisés par le problème. Si ce sont des hématologues, je pense que... il sera très facile de les sensibiliser s'ils ne le sont pas déjà, parce que justement, tout ce que vous avez vu dans la première partie du double exposé d'aujourd'hui, ça vient des hématos. En fait, c'est de l'hématologie clinique, de l'oncohématologie, donc ils sont bien placés pour comprendre de quoi il s'agit. Il faut qu'ils fassent des biopsies ostomédulaires, il faut qu'ils fassent... Ce qui est préconisé aussi, et en fait, alors il y a des pour et des contre, mais c'est quand même facile pour le patient, c'est de rechercher, de faire le diagnostic de la HAT et de rechercher le kit D816V dans le sang périphérique. Alors, ce n'est pas parfait, mais c'est plus facile que de proposer une biopsie ostomédulaire ou un myélogramme. Je te remercie pour ton... Vraiment, c'était effectivement très, très, très clair et riche d'enseignements. Donc, moi, j'avais 2 questions. Tout d'abord, est-ce qu'on avait... donc, on a vu que la tryptasémie était variable en fonction de l'âge. Et est-ce qu'on est à l'heure actuelle capable de donner des taux de tryptasémie basale optimaux en fonction par tranche d'âge, en fait? Est-ce que ça, on l'a ou pas? Alors, on a... Ce sont des alors, il y a quelques diapos que j'ai enlevés de la présentation parce que sinon, voilà, c'était un peu long. Mais oui, en fait, pour les enfants, enfin pour les moins de 1 an, tu as la chance d'avoir des valeurs qui ont été proposées par ton serviteur ici présent. Donc en fait, c'est surtout, nous on a trouvé que c'était surtout pendant les 3 premiers mois de vie qu'il y avait des tryptases qui pouvaient aller jusqu'à 6, 7 de base chez les bébés, avec des valeurs plus élevées chez les enfants qui allaient être atopiques ou qui étaient déjà atopiques. Dans d'autres équipes, c'est très intéressant, il y a une étude qui a été publiée il y a peut-être même 2 mois sur des dizaines de milliers de patients de tous les âges aux Pays-Bas. Ils trouvent une augmentation qui persiste un peu plus tard, même au cours de la première année de vie. Et en fait, tu retrouves des valeurs autour de 3,3 en médiane dans la petite enfance et l'adolescence, et après, ça remonte petit à petit. Pour les personnes âgées, on a des valeurs, alors certaines sont publiées, d'autres non. Tu as des valeurs qui sont autour de 6 en médiane à partir de 60, 65 ou 70 ans. Ça varie énormément en fonction des pays. J'imagine que c'est aussi en fonction des facteurs métaboliques, génétiques, etc. Et puis évidemment, on se rend compte que tout ça, maintenant, en fait, il faudrait, pour avoir une vraie valeur de tryptase normale, il faudrait qu'on puisse faire la HAT aussi. Voilà. J'ai encore une deuxième question, si tu veux bien. En fait, si j'ai bien compris et saisi en fait, dans l'alpha-tryptasémie,
tu as une forme de mastocytose cutanée, tu as une forme intermédiaire et puis tu as une forme systémique. C'est bien ça, si j'ai bien... Attends, dans l'alpha-tryptasémie héréditaire... Oui, c'est ça. Tu as... En fait, non, dans l'alpha-tryptasémie héréditaire, tu as... c'est quelque chose qui est presque indépendant du reste. Tu nais avec un allèle en plus, et dessus, tu es clairement prédisposé à acquérir des mutations somatiques qui vont aller vers la mastocytose ensuite. D'accord. Donc, face à un enfant, par exemple, qui a une mastocytose cutanée, oui. Ta préconisation, c'est de quand même rechercher une atteinte médulaire ou une infiltration médulaire ou pas du tout? Alors, je pense qu'il faut vérifier avec les gens qui sont vraiment spécialistes de la mastocytose cutanée chez l'enfant, donc les dermatopédiatres, etc. Mais en fait, dans la mesure où la mastocytose cutanée, surtout si elle est localisée chez l'enfant, est de bon pronostic, chez un enfant comme ça, moi je ferai rien. Enfin, je le surveillerai. On reste à l'attitude qu'on avait auparavant, c'est-à-dire une mastocytose cutanée isolée. On ne fait rien, on surveille. D'ailleurs, tu as vu ou tu reverras sur le graphe où on montrait, où les Autrichiens avaient regardé la prévalence de la HAT dans les mastocytoses cutanées prouvées, tu avais juste 12%, alors que dans toutes les autres formes, tu es plus autour de 20, même plus. D'accord, merci. Merci. Une petite question, pardon. Je voulais te demander, Johanna, pour un patient qui aurait une alpha-tryptasémie élevée, qu'on découvre lors, comme le patient dont on a discuté, qui fait différentes urticaires déclenchées par des aliments. Si on trouve une alpha-tryptasémie positive, qu'est-ce qu'on peut préconiser? Alors, je suppose qu'il y a un suivi. Le suivi est fait par qui? Quand est-ce qu'on commence à s'alarmer? Et est-ce que dans la pratique courante, dans sa vie quotidienne, est-ce qu'il y a des choses à éviter? Alors, si on a un patient qui est symptomatique, qui fait donc des urticaires répétées, etc., pour lequel on a la chance d'avoir dosé non seulement la tryptase, mais aussi d'avoir fait une digital droplet PCR pour la HAT, plus une recherche de kit D816V, moyennant 150 €, par exemple à l'hôpital Trousseau à Paris, le seul centre français à ma connaissance, eh bien, vu qu'il est symptomatique, moi je suivrai à peu près ce qu'on a vu pour l'exemple de mastocytose systémique indolente avec activation mastocytaire. Des conseils hygiéno-diététiques, je dirais en fonction de ces symptômes, peut-être une trousse d'urgence, etc., des traitements à visée mastocytaire. Je pense qu'il ne faut pas monter sur ces grands chevaux parce qu'on va finir par être contre-productif. Si on est entre 5 et 10% à avoir au moins un allèle alpha surnuméraire, ça veut dire qu'ici, là, de tant qu'on est aujourd'hui, il y en a peut-être 10 qui l'ont et qui se portent très bien, qui ne sont même pas au courant. Et le pourcentage de ces personnes qui vont aller vers quelque chose de grave, est-ce qu'on l'a défini ou pas du tout? Alors, je pense qu'on n'a pas la réponse exacte à cette question parce qu'en fait, ça a été découvert en 2016, décrit en 2016. Je vais trop vite. Tu vois, mais on peut avoir une indication avec, toujours sur le travail des Autrichiens, là, avec le petit graphe qui montre donc en fonction de la présence ou de l'absence de HAT, est-ce qu'on a une mastocytose ou pas et quel type de mastocytose? Et en fait, si c'est une HAT avec juste un allèle surnuméraire, ça a l'air d'être relativement, comment dire, voilà, peu impactant. Une question là-bas au fond pour monsieur. Excuse-moi. Allez-y, allez-y. Je vous remercie à mon tour pour votre exposé très riche. Ma question est à propos de la mastocytose cutanée. Comme vous l'avez bien expliqué, il y a 3 formes cliniques. Nous, en tant que pédiatre, j'ai l'habitude de voir des malades avec des formes chroniques cutanées. Donc, je voudrais savoir, est-ce qu'il y a un risque d'aggravation, de passer d'une forme bénigne à une forme plus grave? Et si oui, y a-t-il des moyens de prévention, des critères de surveillance? Alors, je dirais que là, il faut voir avec les dermatos. je veux bien faire c'est pas de ma compétence, je ne veux pas dire de bêtises.
Alors, ma deuxième question, s'il vous plaît, est-ce qu'il faut évoquer l'hypertryptasémie? Est-ce qu'il faut l'évoquer juste devant des anaphylaxies sévères ou devant aussi on a des malades qui font des angioedèmes, des urticaires quand même assez importants et chez qui on a fait qui ont fait quand même des dizaines, chez qui on a fait toute une des explorations, voire même les tests de provocation orale aux AMS, aux antibiotiques, et on n'a pas de diagnostic. On fait même les dosages du complément et tout ça, donc le C1 inhibiteur, etc., et on ne trouve rien. Est-ce qu'il faut faire... est-ce que c'est une indication à rechercher une... Oui. En fait, il faut commencer par faire un dosage de la tryptase, en sachant que si la tryptase n'est pas supérieure à 8, les chances qu'il y ait une alpha-tryptasémie héréditaire sont vraiment très faibles. Donc, à l'inverse, des patients comme ça qui ont une tryptase basale à 10, là, il faut s'arracher les cheveux et les envoyer en médecine interne, en hématophe, là où ils vont être pris en charge avec une vraie recherche de maladie mastocytaire. Oui. Et il y en a beaucoup, en fait, dans ceux qui sont comme ça. Merci. Merci Johanna pour cette excellente présentation. Attends que je te vois. Alors, est-ce qu'on peut dire devant chaque manifestation allergique cutanée, on peut, que ça soit associé à une anaphylaxie ou non, on peut demander, vaut mieux demander, ou il faut demander une tryptasémie basale, et c'est le cas si on ne tombe jamais sur une tryptasémie moyennement élevée chez un patient qui est normalement qui supporte son allergie normalement, il n'y a pas de problème grave. Et à quelle fréquence on peut surveiller la tryptasémie par la suite? C'est une question intéressante. Ouais. Alors, je dirais que pour doser la tryptase, c'est vrai que c'était un peu provoque de mettre le souvenir de la controverse de 2016. Il est évident que quelqu'un qui a une rhinite aussi près, on va pas, je ne vais pas lui dire tiens, viens, je te fais une tryptase, sauf si je veux ensuite constituer mon petit panel de sujets avec une tryptase normale, pas normale, etc. Mais sinon, non, pour le patient, franchement, une rhinite pollinique ou une allergie cutanée, comme on a vu tout à l'heure, non. Moi, non. En l'état actuel des connaissances, et en ce qui me concerne, je ne le ferai pas. Pour la deuxième question, la surveillance de la tryptase, normalement, quelqu'un qui a une tryptase à 3 ou à 4 à 50 ans, s'il n'a pas de signes autres évocateurs d'anomalies mastocytaires à 70, moi je ne ferai pas de deuxième dosage. Par contre, pour les enfants qui étaient les bébés, qui avaient des tryptases à 6, 7 ou 8 à 2 mois, c'est vrai qu'on n'a pas eu le cœur à les laisser comme ça. On a quand même vérifié par la suite que leur tryptase se normalisait. D'accord. Deuxième question, dans le cas de décès... Troisième. C'est la troisième, voilà, c'est la troisième. Donc, dans le cas de décès, par qu'on a vu là, le cas de décès par choc produit... Oui. Si l'hypertryptasémie, est-ce que ce n'est pas une piste de recherche? On peut l'appeler une rage tryptasémique. Est-ce que ça ne donne pas une piste à la recherche d'une intervention par la suite contre la tryptasémie comme ça, en choc, comme l'adrénaline? En fait, il y a deux choses. Je pense, il y a d'une part le fait que la tryptase n'est pas forcément la cause du décès. En tout cas, actuellement, on n'a pas vraiment beaucoup de raisons de le penser. Il y avait eu dans les années 2000, autour de 2000, 2005, 2006, on avait pensé que par exemple les syndromes de mort subite du nourrisson étaient liés à des anaphylaxies avec des granulations. Finalement, ça n'avait jamais été concluant. Il y avait quelques articles qui avaient dit oui c'est super, c'est ça, d'autres qui avaient dit non c'est pas du tout ça, et en fait c'est fini en queue de poisson, on peut pas être convaincu. Donc le fait que les gens meurent à cause de la tryptase dans l'anaphylaxie, je suis pas
en l'état actuel des connaissances, moi je n'ai pas d'argument. Par contre, dire on peut faire quelque chose, bien sûr en préventif, parce qu'une fois qu'il est mort, à part un bel enterrement, il n'y a pas grand-chose à faire. Les Américains, donc Mariana Castells, Laurence Schwartz et d'autres commencent vraiment à pousser l'idée qu'on devrait peut-être penser à au moins mettre un tube de côté en préopératoire pour avoir une tryptase de base, pour pouvoir comparer de suite avec la tryptase au pic. Parce que sinon, donc en fait, on a toujours un mouvement de retard sur les événements péropératoires, puisqu'on prend le pic. Au mieux, on prend le pic comme il faut, et après, il faut bien attendre 24 heures, ou parfois même plus, pour la normalisation. Et en plus, on a le risque d'oublier. Donc c'est vrai que ça monte comme ça, doucement, en subliminal. Alors, une question pour Younes. Oui, mais dans le cas clinique, on a prélevé la tryptase pour expliquer le mécanisme de la mort. On l'a prélevé une heure après oui. Ce qui était dans le temps. Oui, mais tu fais la différence entre la tryptase comme biomarqueur et la tryptase comme voilà. Agent causal. Très bien, c'est ça. Donc, dans le cas clinique, c'était pour expliquer le mécanisme. Alors, oui, mais en fait, le bonhomme est mort à cause d'une anaphylaxie aux produits de contraste iodé. La mort a été due aux médiateurs libérés par les mastocytes, et au premier rang de ces médiateurs qui ont causé la mort, on considère que c'est l'histamine. La tryptase est plutôt, on considère aujourd'hui que c'est plutôt un médiateur pro-inflammatoire qui agit dans un deuxième temps. Marqueur d'anaphylaxie. Mais comme la tryptase est libérée en même temps que l'histamine, et qu'en plus la tryptase est spécifique des mastocytes, on l'utilise comme biomarqueur de l'anaphylaxie. Oui. Voilà. Oui, c'est tout à fait ça. Ma question est différente. Oui. Par rapport à toutes ces classifications, par rapport à il peut y avoir confusion. Mais oui. Donc, oui. De toute façon, à mon avis, tu prends Valente et tu prends Michel Larocque, tu les mets dans deux pièces séparées, ils ne sont pas d'accord. Entre mastocytose cutanée, systémique, indolente, tous ces tableaux, syndrome d'activation mastocytaire, ne serait-il pas plus simple de parler de désordre mastocytaire? Alors, si, alors bien sûr que c'est plus simple. Par contre, quand tu as le patient devant toi, et que tu dis c'est un désordre mastocytaire, tu vas avoir besoin d'évaluer son pronostic et de penser à sa prise en charge. Et c'est pas du tout la même chose de dire ah bah oui, il a une HAT avec je sais pas moi, une allergie à la pêche, où il a 25% d'infiltration mastocytaire dans la moelle avec une anémie. Donc il faut quand même, on les appelle tous désordres mastocytaires, mais après, dedans, il faut tout de suite faire des cases et des sous-cases. Mais je pense aussi que c'est parce qu'on ne comprend pas tout. Donc, du coup, on fait comme les enfants, on fait des petits tas en fonction de ce qui se ressemble, avant de trouver l'élément qui va permettre de regrouper et de faire quelque chose d'unifié. Une question au fond. Et après, je suis à toi. Merci pour votre exposé. J'ai juste une question. Vous avez dit donc que la mastocytose pédiatrique, en général, disparaît avec le temps. Est-ce qu'ils ont sur le plan génétique, les mêmes mutations des 816V du gène que chez l'adulte? Elle est beaucoup plus rare. Et est-ce qu'on doit quand même avoir un suivi à distance, les prévenir les parents dans l'avenir? Je n'ai pas la notion qu'il faille prévenir pour une mastocytose cutanée de l'enfant qui disparaît. Mais c'est vraiment très limite sur mes compétences. Donc, voilà. Merci. Docteur Dini. Voilà, donc M. Gderi m'a facilité ma question, en fait, parce que, voilà, vous avez dit que le mort, il continue à servir par rapport pour élucider un petit peu le mystère, pour la tryptasémie, pour le dosage. Vous avez dosé juste après donc, le décès, qui a trouvé une tryptasémie qui est très élevée. Oui. Là, c'est au moment de l'incident. Mais est-ce que, selon la physiopathe, est-ce on peut, c'est-à-dire même chez le défunt, on peut avoir une tryptasémie basale après 24 heures après, alors, pour compléter un petit peu l'histoire physiopathologique? Alors, en fait,
c'est quelque chose qui a été proposé dans certains articles, très sérieux. J'avoue que moi, ça me pose un problème dans la mesure où, quand on mesure une basale, en fait, on a laissé, donc après l'accident anaphylactique, on a laissé le temps à l'organisme de récupérer, de métaboliser, d'éliminer et de revenir à ce qu'on peut appeler un état normal. Là, avec de nouveau tout le respect que j'ai, une fois qu'il est mort, il est resté comme il était quand il est mort, voire pire. Il ne va pas s'améliorer dans les 24 heures ou dans les 2 semaines. Par contre, ce qu'on peut... Non, donc en fait, il n'y a pas forcément de basale et on n'a aucune... Enfin, on n'a pas de notion de comment, enfin, où disparaîtrait la tryptase après la mort. C'est un peu, elle va avec l'âme peut-être, enfin, je ne sais pas. Non, mais blague à part. Plus sérieusement, et une notion importante, dans ces histoires de post-mortem, on peut doser la tryptase même sur des prélèvements qui sont faits sur des cadavres 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines après la mort. Bon, évidemment, il ne faut pas que ce soit complètement décomposé dans la nature, mais oui, en fait, je suis un peu gore et j'aime ça. Mais je suis née le 1er novembre, donc en fait, naturellement, je suis un peu Halloween sur les bords. Oui, non, mais en fait, c'est une notion importante parce que ça permet quand même... nous, on avait eu... C'était comme ça que j'étais intéressée à ça il y a déjà des années. On avait eu le cas d'un enfant qui était mort à la cantine en mangeant un petit morceau de fromage. Et en fait, cet enfant donc, avait évidemment été gardé au frais, on va dire, pendant un certain temps, jusqu'à ce que quelqu'un pense à dire « Ah, mais en fait, si c'est une anaphylaxie, on devrait avoir une tryptase élevée. » Donc moi, j'ai eu mes tubes de tryptase prélevés en intracardiaque et en intrafémoral, genre 3 semaines après le décès de l'enfant. Et donc j'avais évidemment fait la littérature pour savoir si c'était valable. Et les taux étaient comment ? Comment ? Et les taux étaient ? Alors, le taux était en fait, on n'en sait rien parce qu'on n'avait pas de basale. Mais le taux mesuré sur ces 2 prélèvements était aux alentours de 11-12. Donc c'était quand même très frustrant parce que c'était compatible avec une valeur au pic. Mais par contre, comme c'était en 2008 ou 2007, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas de valeur basale pour les enfants. C'est de là qu'on est parti, donc pour répondre à Nawel Sophie, en se disant, mais quelles sont les valeurs de référence chez l'enfant ? Mais mon Dieu, il n'y en a pas. Donc il va falloir les faire. Et c'est comme ça qu'on est tombé, après ça s'enchaîne, mais donc oui, il était à 11-12. Alors je propose une dernière question, oui. Dr Hafedeh, et puis après s'il vous plaît ne sortez pas de la salle parce que vous avez vu il y a une petite boîte polymédique avec la tombola. Ah. Merci Johanna pour ces exposés très instructifs. Mais donc le plus important c'est pas le taux basal, mais c'est le rapport entre le taux basal et le taux qui a été mesuré après un incident. Quand on est dans l'anaphylaxie, oui. Quand on est dans les mastocytoses, HAT, etc., c'est le taux basal tout seul. D'accord. Ma problématique, c'est que chez nous, on n'a pas de possibilité de doser cette tryptase au Maroc. Mes confrères me confirment, non ? Si, on le fait. Vous avez des laboratoires ? Oui, bien sûr. Les laboratoires privés le font aussi. L'alpha... Voilà, l'alpha. Ah oui, par contre, oui. Quelles sont les possibilités de garder un tube de conservation pour le faire, je ne sais pas, sous-traiter? Oui, alors je pense que pour le sous-traiter, comment on sous-traite les IgE ou la tryptase, c'est difficile parce que, à ma connaissance, actuellement en France, vraiment le seul endroit où on fait le diagnostic de la HAT, c'est chez Yannick Chantran, qui est à l'hôpital Trousseau à Paris. Donc s'il n'y a pas dans les grands laboratoires privés, à ma connaissance, de possibilité de faire le dosage. Donc l'avantage, c'est que ça coûterait moins cher en travaillant avec l'assistance publique et hôpitaux de Paris. Voilà. Après, pour le prélèvement, je dirais c'est très frustrant parce qu'on ne peut pas le faire rétrospectivement sur nos petits prélèvements de sérum ou de plasma qu'on a dans les congélateurs. Parce qu'il faut des cellules. Comme c'est une analyse génétique, il faut des cellules. Donc après, on peut les congeler, etc. Mais il faut des cellules. Donc après, je pense que pour ceux qui sont intéressés, il faut se mettre en relation avec Yannick Chantran.
qui travaille avec Michel Larocque, donc avec le réseau CEREMAST de compétences en mastocytose en France. Et après, ça se fait, ça voyage, voilà. Naïma, excuse-moi, une petite précision. Tu parlais peut-être du dosage de la tryptase basale. Déjà pour commencer. Alors oui. Alors c'est une technique qui doit être bien validée. Alors, je pourrais te la donner, je ne la connais pas par cœur, mais je sais qu'il y a une couleur de tube, je pense que ce sont des tubes violets qu'il faut garder au congélateur, enfin une certaine, avant de pouvoir les donner. Voilà. Mais ça se fait, ça se fait au